braves gens. Bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle soirée. Horrifiques histoires. Sa marche fut tout à coup stoppée par un bruit venant d'un arbre creux. Il avait évité le grand cirque de pierre car, dans l'immédiat, il ne tenait pas à discourir avec les zougs. Les singulières vibrations qui bruissaient dans l'arbre monstrueux l'avertirent qu'un important conseil se tenait quelque part. En s'approchant un peu plus, il perçut les accents d'une discussion passionnée et comprit vite que l'affaire était pour lui du plus haut intérêt, car l'assemblée souveraine des zougs était en train de débattre d'une guerre contre les chats. Tout provenait de la disparition de ce groupe qui, en rampant, avait suivi Carter jusqu'à Ultar et que les chats avaient puni, justement, pour ses peu convenables intentions. L'affaire avait été J'en profite. Merci beaucoup du follow, Vivien Motherfucker. Et je lis de loin, je lis mal. Et merci beaucoup Marie-Jo, Jo 993, bienvenue. Et merci pour la force. L'affaire avait été longtemps classée, mais à présent, ou tout au moins au cours du mois, les troupes Zoug étaient prêtes à détruire toute la jante féline par une série d'attaques surprises qui permettraient, soit individuellement, soit par groupe, la capture des chats sans méfiance et ne laisserait pas aux myriades de chats d'Ultar la moindre chance de pouvoir mobiliser et s'organiser. Tel était le plan des Zougs, et Carter comprit qu'il devait le faire échouer avant de partir pour sa quête fameuse. Randolph Carter se glissa donc silencieusement vers l'orée du bois et par-dessus les champs éclairés par les étoiles, lança le cri des chats. Dans un proche cottage, une vieille chatte, prenant le relais, transmit le signal d'alarme par-dessus les vastes prairies ondulées jusqu'aux guerriers. Les grands, les petits, les noirs, les gris, les tigrés, les blancs et les jaunes. À travers Nyr et par-delà la rivière Sky, le signal fut porté jusqu'à Ultar par l'écho. Les nombreux chats de la ville répondirent en chœur et se rangèrent en ordre de marche. La lune, heureusement, ne s'était pas encore levée. Aussi les chats étaient-ils tous sur terre. Sautant vivement et silencieusement hors de chaque foyer, hors de chaque toiture de maison, ils se déversèrent comme une mer en furie dans les plaines et gagnèrent l'orée du bois.
Carter était là pour les recevoir. La vue des chats, de leur forme belle et saine, réjouissait son œil après tout ce qu'il avait rencontré dans l'abîme. Il fut heureux de voir son vieil ami et sauveur, un collier de commandant passé autour du cou luisant et les moustaches relevées d'un air martial à la tête du détachement d'Ultar. Il le fut plus encore en voyant un jeune et vif gaillard qui, sous-lieutenant dans ce détachement, s'avéra n'être autre que le tout petit chat auquel il avait donné une assiette de riche crème en cette matinée depuis si longtemps évanouie. C'était maintenant un chat musclé et plein de promesses qui ronronnait en serrant la main de son ami. Son grand-père dit qu'il se débrouillait fort bien dans l'armée et qu'après une autre campagne, il pouvait s'attendre à être élevé au grade de capitaine. Carter résuma alors le péril qui menaçait le peuple des chats et fut remercié de tous côtés par de profonds ronronnements. Consultant les généraux, il prépara un plan d'action qui comprenait l'attaque immédiate du Conseil des Zougs et de leurs places fortes connues. On devancerait ainsi leurs attaques surprises et on les forcerait à traiter avant la mobilisation de leur armée d'invasion. Sur ce, sans perdre un instant, l'immense marée des chats inonda le bois enchanté, encerclant l'arbre du conseil et le grand cirque de pierre. Les vibrations s'élevèrent jusqu'à la panique quand l'ennemi vit les nouveaux arrivants, et les Zougs, bruns, furtifs et curieux, n'offrirent que peu de résistance. Ils comprirent qu'ils étaient battus d'avance. Aussi échangèrent-ils leur désir de vengeance contre celui de sauver leur peau. Et je valide en coucou. On a lu la musique d'Eric Zahn en live il y a des mois. Et je valide de ouf la ref. Une partie des chats s'assit en cercle, les Zougs capturés au centre. Et par un passage ménagé dans les rangs, les autres chats poussèrent les Zougs faits prisonniers ailleurs dans le bois. Carter servant d'interprète, un traité fut négocié. Il fut décidé que les Zougs conserveraient leur indépendance, à condition d'apporter aux chats un important tribut de coqs de bruyère, de cailles et de faisans des parties les moins fabuleuses de leur forêt. 12 jeunes Zougs de noble naissance furent emmenés comme otages pour être gardés dans le temple des chats à Ultar, et les vainqueurs firent comprendre que toute disparition de chats aux frontières du pays Zoug serait suivie de conséquences désastreuses pour ce pays. Ces questions ayant été réglées, les chats rompirent leur rang et permirent aux Zougs de regagner un à un leurs domiciles respectifs, ce qu'ils s'empressèrent de faire en jetant en arrière plus d'un regard hargneux. Et merci Dr Félix pour le follow. Bienvenue. Le vieux général offrit alors à Carter une escorte pour traverser la forêt et gagner la frontière qu'il désirait atteindre, estimant que les Zougs devaient couver à son égard un vif ressentiment à cause de l'échec de leur entreprise de guerre. Carter accueillit cette offre avec gratitude, non pas seulement pour la sécurité qu'elle lui apportait, mais parce qu'il aimait la gracieuse compagnie des chats. Aussi,
traversa-t-il dignement au milieu d'un agréable et joyeux régiment, détendu par l'heureuse issue du combat, le bois enchanté, où dans la phosphorescence se dressaient des arbres titanesques, tout en parlant de sa quête avec le vieux général et son petit-fils, tandis que le reste de la troupe se livrait à de fantastiques cabrioles ou chassait les feuilles mortes que le vent poussait entre les champignons de ce sol primitif. Le vieux chat dit qu'il avait beaucoup entendu parler de Kadat, la cité inconnue qui s'élève dans l'immensité froide, mais qu'il ne savait pas où elle se trouvait. Quant à la merveilleuse cité du soleil couchant, il n'en avait jamais entendu parler, mais serait heureux de faire part à Carter de tout ce qu'il pourrait apprendre à son sujet. Il instruisit le chercheur de quelques mots de passe de grande valeur qui lui serviraient parmi les chats du monde des rêves, et le recommanda spécialement au vieux chef des chats de Séléphaïs, cité où il se rendait. Ce vieux chat que Carter connaissait déjà un peu était un digne maltais, et son aide serait hautement influente pour toutes les transactions. L'aube pointait quand ils atteignirent la lisière du bois, et Carter, affligé, dit adieu à ses amis. Le jeune sous-lieutenant qu'il avait connu chaton l'aurait suivi si le vieux général ne le lui avait interdit. L'austère patriarche insista sur le fait que son devoir était de rester avec l'armée et la tribu. Carter partit donc seul à travers les champs dorés qui s'étendaient mystérieusement au long d'une rivière bordée de saules, tandis que les chats retournaient dans le bois. Carter connaissait bien ce pays de jardins, situé entre le bois enchanté et la mer sérénérienne, et il suivait gaiement les rives du chantant Oukranos qui lui indiquait sa direction. Le soleil monta plus haut sur les pentes charmantes couvertes de gazons et de bosquets et vivifia les couleurs de milliers de fleurs qui étoilaient chaque creux et chaque monticule. Une légère brume bénie recouvrait cette région où, plus qu'ailleurs, brille le soleil et bourdonne, musique de l'été, les abeilles et les oiseaux. Les hommes s'y promènent comme dans un endroit féerique et y ressentent un émerveillement et un bonheur plus grand qu'en aucun autre lieu. Carter atteignit vers midi les terrasses de jaspe de Kiran, qui descendent en pente douce jusqu'au bord de la rivière et portent ce temple de la beauté où le roi d'Ilegvad, dans un palanquin d'or, vint une fois par an de son lointain royaume riverain des mers crépusculaires pour prier le dieu d'Oukranos, qui, autrefois, avait chanté pour lui quand jeune. Il habitait sur ces rivages. Ce temple est tout entier de jaspe. Il couvre un acre de terrain de ses cours et de ses murs, de ses 7 tours pointues et de son sanctuaire où, par des canaux cachés, pénètre la rivière et où doucement, dans la nuit, chante le dieu.
Souvent, quand elle brille au-dessus de ses cours, de ses terrasses et de ses tours, la lune entend une étrange musique. Mais seul le roi d'Ilegvad pourrait dire si cette musique est le chant du dieu ou celui des prêtres magiciens, car seul il a pénétré dans le temple et vu les prêtres. Pour l'instant, dans l'engourdissement du jour, le temple, finement sculpté, était silencieux. Et Carter, marchant sous un soleil enchanté, n'entendait que le murmure du grand courant, accompagné du bourdonnement des abeilles et des oiseaux. Le pèlerin se promena toute l'après-midi à travers les prairies parfumées qui s'étendent à l'abri des charmantes collines riveraines et portent de petites fermes calmes à toit de chaume et de petits sanctuaires dédiés à d'aimables dieux sculptés dans la jaspe ou le chrysobéryl. Tantôt, il marchait au bord de l'Oukranos, sifflant le poisson irisé qui suit le courant de cristal. Tantôt, il se reposait parmi les joncs frémissants, contemplant sur l'autre rive la grande forêt sombre dont les arbres descendent jusqu'au bord de l'eau. Au cours de ses premiers rêves, il avait vu de singuliers biopoths, à la lourde démarche, sortir timidement du bois pour venir boire. Mais à présent, il n'en pouvait apercevoir aucun. Il s'arrêta une fois pour regarder un poisson carnivore attraper un oiseau pêcheur qu'il avait attiré au bord de l'eau en faisant luire au soleil ses écales tentatrices. Le poisson saisit le bec dans son énorme bouche à l'instant où le chasseur ailé plongeait pour le piquer. Le soir, il grimpa sur un monticule herbeux et vit devant lui, incendié par le soleil couchant, les 1000 spires dorés de Thran. Incroyablement élevés sont les murs d'albâtre de cette extraordinaire cité, murs qui s'effilent vers leur sommet et sont bâtis d'un seul tenant selon une technique inconnue des hommes, car elle est plus vieille que mémoire. Si haut soit-il pourtant, avec leurs 100 portes et leurs 200 tourelles, les tours intérieures, toutes blanches sous leurs spires dorées, sont encore plus élevées, de sorte que les hommes de la plaine les voient s'élancer dans le ciel, et parfois accrochés des pans de brume ou de nuages, et parfois entourés de nuages bas, étincelés au-dessus des vapeurs. À l'endroit où les portes de Thran s'ouvrent sur la rivière sont de grands quais de marbre et de beaux galions de cèdre et de plaques miniers odorants qui se balancent sur leurs ancres, tandis que de mystérieux marins barbus sont assis sur des caisses et des ballots, portant les hiéroglyphes de lointaines terres. Dans la campagne, hors des murs, c'est le pays des fermes. De petites maisons blanches rêvent entre les collines, et des routes étroites passent sur une multitude de petits ponts de pierre gracieusement jetés par-dessus rivières et jardins. Le soir, Carter descendit à travers ces terres verdoyantes et vit le crépuscule flotter de la rivière jusqu'aux merveilleuses spires dorées de Thran. Il arriva à la porte sud de la ville juste à l'heure où la nuit tombait. Et, arrêté par une sentinelle vêtue d'une robe rouge, il dut raconter 3 rêves incroyables et montrer qu'il était un rêveur véritable,
avant de se voir accorder le droit de monter à travers les rues secrètes et abruptes de Thran, et de s'attarder dans les bazars où se vendent les marchandises apportées par les galères décorées. Il pénétra alors dans cette ville indescriptible, traversa d'abord le mur si épais que la porte ressemble à un tunnel, puis, plus loin, des chemins incurvés et ondulants qui, profonds et étroits, serpentent entre les tours dressées vers le ciel. Des lumières brillaient aux fenêtres grillagées ornées de balcons, et des cours intérieures où babillaient des fontaines de marbre lui parvenaient les sons timides des luttes et des pipeaux. Carter connaissait son chemin. Par des rues sombres, il descendit jusqu'au bord de la rivière, où dans une vieille taverne de marins, il retrouva les capitaines et les matelots qu'il avait connus dans des myriades d'autres rêves. Il paya là le prix de son voyage pour Céléphaïs sur un grand galion vert et s'arrêta pour la nuit dans cette taverne après avoir parlé gravement au vénérable chat qui sommeillait devant un énorme foyer en rêvant de vieilles guerres et de dieux oubliés. Et merci Orizal pour le follow. Bienvenue. Bientôt les 2200. S'il y a 8 personnes qui n'ont pas sub, n'hésitez pas. Enfin, qui n'ont pas follow, pardon. Au matin, Carter monta à bord du galion qui faisait voile pour Céléphaïs et s'assit à la proue, tandis qu'on larguait les amarres et que commençait le long voyage sur la mer sérénérienne. Pendant des lieues, les rivages furent fort semblables à ce qu'ils étaient au-dessus de Thran. De temps à autre, un curieux temple s'élevait sur la droite au sommet de collines éloignées, ou bien l'on apercevait un village endormi sur la rive avec ses toits rouges en pente et ses filets étendus au soleil. Préoccupé par sa quête, Carter interrogea sérieusement tous les matelots au sujet des gens qu'ils avaient rencontrés dans les tavernes de Céléphaïs et leur demanda quels étaient le nom et les mœurs de ces hommes étranges aux grands yeux bridés, aux oreilles aux lobes allongés, aux narines minces et aux mentons pointus qui venaient du nord sur leurs bateaux noirs et échangeaient leur onyx contre le jade sculpté, les fils d'or et les oiseaux rouges. De ces hommes, les marins ne savaient pas grand-chose, sauf qu'ils parlaient rarement et semaient autour d'eux une sorte d'effroi mêlé d'admiration. Leur très lointain pays était appelé Inquanok, et peu de gens avaient envie d'y aller, car c'était une contrée crépusculaire et froide, dont on disait qu'elle s'étendait près de l'abominable Leng. D'infranchissables montagnes se dressaient du côté où l'on situait Leng, de sorte que personne ne pouvait dire au juste si cet affreux plateau, avec ses horribles villages de pierre et son monastère dont il vaut mieux ne pas parler, se trouvait bien par là,
ou si cette rumeur ne venait que de cette crainte que les gens timides ressentent la nuit quand la formidable barrière rocheuse se dessine en noir sur le lever de la lune. Lovecraft et son amour des points. Sans doute, les hommes gagnaient-ils Leng par des océans très différents. Les marins n'avaient aucune idée des autres frontières d'Inquanok, et ils n'avaient jamais entendu parler ni de l'immensité froide, ni de Kadat, la cité inconnue, excepté par de vagues et incertaines allusions. Ils ne savaient rien de la merveilleuse cité du soleil couchant que cherchait Carter. Aussi, le voyageur n'en demanda-t-il pas plus et attendit l'heure où il pourrait parler aux étranges humains venus de la froide et crépusculaire Inquanok, humains qui sont les descendants des dieux qui ont sculpté leurs traits sur le N'Granek. Tard dans la journée, le galion atteignit ces méandres qui traversent les jungles parfumées du Cled. Là, Carter souhaita de pouvoir débarquer, car dans ces fourrés tropicaux dorment, intacts et solitaires, de merveilleux palais d'ivoire, où habitèrent autrefois les fabuleux monarques d'un pays dont le nom est oublié. Les sortilèges des très anciens gardent ces palais de la destruction, parce qu'il est écrit qu'on pourrait un jour en avoir de nouveaux besoins. Les caravanes d'éléphants les regardent de loin au clair de lune, et personne n'ose les approcher à cause des gardiens qui les veillent. Le bateau continua sa course, et la pénombre sembla accélérer la tombée du jour. Les premières étoiles clignotaient en réponse au premier feu follet des rives, alors que la jungle disparaissait à l'arrière, ne laissant comme un souvenir de sa présence que son fantastique parfum. Toute la nuit, le galion vogua au-dessus de mystères passés, invisibles et insoupçonnables. Une vigie signala une fois des feux sur une colline à l'est, mais le capitaine qui avait sommeil leur conseilla de ne pas trop les regarder, car l'on ne savait au juste qui ou quoi les avait allumés. Au matin, la rivière s'était considérablement élargie, et Carter, d'après les maisons bâties au long des rives, comprit qu'ils approchaient du grand port commercial de Lanith, sur la mer Sérénérienne. Ici, les murs étaient de granit rude et les maisons extrêmement pointues, avec leurs pignons de plâtre étincelants. Les habitants de Lanith sont parmi tous les peuples des terres du rêve, les plus ressemblants aux hommes du monde de l'éveil. Aussi, la ville n'est-elle guère fréquentée, sauf pour les échanges, car on prise l'excellent travail de ses artisans. Les quais de Lanith sont en chaîne. Le galion s'y arrêta pendant que le capitaine allait commercer dans les tavernes.
Carter descendit à terre et considéra avec curiosité les rues creusées d'ornières où des chars à bœufs roulaient cahin-caha, tandis que les marchands criaient fiévreusement, vantant leurs marchandises dans les bazars. Les tavernes du port étaient trop près des quais, dans des ruelles pavées, salées par l'écume des grandes marées. Elles paraissaient excessivement vieilles, avec leurs plafonds bas, noirs et brillants, et leurs œils de bœuf encastrés dans les murs. Les vieux marins y parlaient beaucoup de ports lointains et y racontaient des quantités d'histoires sur les mystérieux habitants de la crépusculaire Inquanock. Mais ils n'apprirent rien de plus à Carter que ce que les matelots du galion lui avaient déjà dit. Après de longs déchargements et chargements, le bateau mit enfin à la voile au soleil. J'ai sauté un mot. Le bateau mit enfin à la voile au soleil couchant. Les hauts murs et les pignons de l'anis diminuèrent alors que les dernières lueurs du jour leur donnaient une beauté merveilleuse, bien supérieure à celle que leur avaient donnée les hommes. Et désolé pour les petits bafouillages, j'espère que vous arrivez à suivre. J'ai un rhume qui me fait galérer à lire. J'ai le nez bouché, sa race, et c'est très perturbant. Voilà, je tiens à vous partager. Dans cet échange, évidemment. Bref. En parlant de ça, si vous ne comprenez rien, comprenez juste que le bateau repart et que Carter est toujours en direction de Céléphaïs. Voilà, c'est le principal à retenir. Bah bravo Pauline, hein, qui aime juste être relou, bah bravo. Ouais. Deux jours et 2 nuits. Le galion vogua sur la mer sérénérienne, sans qu'aucune terre fût en vue. Et il ne rencontra qu'un seul vaisseau. Le second jour, au couchant, ils virent devant eux apparaître le pic neigeux d'Aran et se balancer sur les basses pentes ces ifs du Japon. Carter sut qu'ils arrivaient au pays d'Uth-Nargai et de la splendide cité de Céléphaïs. Ils furent bientôt en vue des minarets étincelants de cette ville fabuleuse, de ses murs de marbre toujours brillants, de ses statues de bronze et de son grand pont de pierre sous lequel le Naraksa rejoint la mer. Ils aperçurent ensuite les charmantes collines vertes qui s'élèvent derrière la ville avec leurs bosquets, leurs jardins d'asphodèles, leurs petits sanctuaires et leurs fermes, et loin, à l'horizon, puissante et magique, la chaîne pourpre des montagnes de Tanari, derrière laquelle serpentent les chemins interdits qui conduisent au monde de l'éveil et vers d'autres régions du rêve. Et bonne nuit en Kubu. Merci beaucoup d'avoir été là et merci encore du follow. À la semaine prochaine peut-être. Le port
étaient pleins de galions peints. Certains venaient de Séranie, la marmoréenne cité des nuages, qui se dresse par-delà le lieu où la mer rencontre le ciel. D'autres venaient de régions plus matérielles, du monde du rêve. Parmi eux, l'homme de bar se frayait un chemin jusqu'au quai sentant l'épice, où le galion s'arrêta dans le noir, alors que les millions de lumières de la ville commençaient à scintiller sur l'eau. Toujours neuve paraissait cette immortelle cité de rêve, car sur elle, le temps n'a ni pouvoir de détruire, ni celui de ternir. Elle est toujours de turquoise de Natordath, et ses 80 prêtres couronnés d'orchidées sont les mêmes que ceux qui la construisirent il y a 10 000 ans. Encore brillant est le bronze de ses grandes portes, et ses rues d'onyx ne sont jamais ni usées ni brisées. Les grandes statues de bronze érigées sur les murs regardent passer les marchands et les conducteurs de chameaux, plus vieux que les légendes, et cependant sans un poil gris dans leur barbe fourchue. Carter ne se mit pas immédiatement en quête du temple, du palais ou de la citadelle, mais demeura près du mur de la mer, parmi les marchands et les marins. Quand il fut trop tard pour les nouvelles et les récits, il chercha une vieille taverne qu'il connaissait bien, et s'y reposa, rêvant des dieux et de Kadath, la cité inconnue. Puis, il s'en fut tout au long des quais, à la recherche des mystérieux matelots d'Inquanok. Mais on lui dit qu'en ce moment, il n'y en avait aucun dans le port, leur galion n'étant pas attendu avant 2 bonnes semaines. Il rencontra cependant un matelot thoraborien qui avait été à Inquanok et avait travaillé dans les carrières d'onyx de ce pays crépusculaire. Cet homme lui dit qu'un passage que tout le monde semblait craindre et fuir existait certainement au nord de ce pays habité. Le Thorabonien pensait que le désert situé au nord d'Inquanok contournait la plus haute chaîne de pics infranchissables et conduisait sur l'horrible plateau de Leng, et que c'était la raison pour laquelle les hommes en avaient peur. Il admit pourtant qu'il y avait d'autres vagues récits parlant de présences infernales et de sentinelles innommables. Si oui ou non, c'était là la fabuleuse immensité où se dresse Kadath, la cité inconnue. Il ne pouvait le dire. Mais il semblait invraisemblable que ces présences et ces sentinelles, si vraiment elles existaient, pussent se tenir là pour rien. Le jour suivant, Carter monta la rue des Piliers jusqu'au temple de Turquoise et parla avec le grand prêtre. Bien que Natordath soit particulièrement adoré à Séléphaïs, tous les grands anciens sont mentionnés dans les prières quotidiennes, et le prêtre les connaissait assez bien. Tout comme autrefois Atal dans la lointaine Ultar, il lui déconseilla vivement de tenter de les voir, déclarant qu'ils étaient capricieux et irascibles, et sous l'étrange protection des autres dieux de l'extérieur, dont l'âme est le messager, et Nyarlathotep, le chaos rampant. La merveilleuse cité du soleil couchant, leur retraite, jalousement cachée, montrait clairement qu'il ne désirait pas que Carter l'atteignît.
et l'on pouvait douter de la façon dont il recevrait un voyageur dont le but était de les voir et de plaider sa cause devant eux. Aucun homme n'avait jamais découvert Kadath dans le passé, et il valait mieux que personne ne la découvrît dans le futur. Les rumeurs qui couraient sur le château d'Onyx des grands anciens n'étaient en aucune façon rassurantes. Ayant remercié le grand prêtre couronné d'orchidées, Carter quitta le temple et se mit à la recherche du bazar des bouchers de moutons où, luisant et satisfaisant, habitait le vieux chef des chats de Séléphaïs. Cet être gris et noble se chauffait au soleil sur les pavés d'Onyx et tendit à son visiteur une pâte à l'anguille. Mais quand Carter lui eut donné le mot de passe et les phrases d'introduction que lui avait confiées le vieux général des chats d'Ultar, le patriarche à fourrure devint très cordial et très communicatif. Il parla beaucoup du savoir secret connu des chats qui vivent sur les pentes marines de l'Out-Nargaï. Bien mieux, il répéta ce que lui avaient dit les timides chats des quais de Séléphaïs à propos des hommes d'Inquanok et à propos de leurs sombres bateaux qui n'ont pas de chats à bord. Il semble que ces hommes sont entourés d'un souffle qui ne vient pas de la terre, bien que ce ne soit pas pour cette raison qu'aucun chat ne navigue sur leur bateau. La véritable raison est qu'il n'y a jamais eu dans ce crépusculaire royaume ni ronronnement réconfortant, ni miaulement familier. Est-ce à cause des choses qui sont transportées par-dessus les infranchissables pics de l'hypothétique Leng? Est-ce à cause des choses qui, venant de ce désert froid qui se trouve au nord, s'infiltrent dans le pays? Personne ne peut le dire. Mais c'est un fait qu'il y a dans ce lointain pays une émanation de l'espace extérieur que n'aiment pas les chats et à laquelle ils sont plus sensibles que les hommes. C'est pourquoi ils ne vont pas sur les sombres bateaux qui transportent le basalte d'Inquanok. Le vieux chef des chats lui indiqua où il se trouverait. C'est pas ça la phrase. Le vieux chef des chats lui indiqua où il trouverait son ami le roi Curanès, qui, dans les anciens rêves de Carter, avait régné alternativement dans le palais de cristal rose des 70 délices de Séléphaïs et dans le nuageux château à tourelles flottant dans le ciel de Séranie. Il semblait que, n'étant plus satisfait de ces lieux, il ressentit une puissante nostalgie pour les falaises anglaises des basses-terres de son enfance, où, dans les petits villages rêveurs, voltigent les vieux champs d'Angleterre le soir derrière les fenêtres à guillotine, et où les tours grises des églises surgissent, admirables, à travers la verdure des vallées éloignées. Curanès ne pouvait retourner vers ces régions du monde de l'éveil, car son corps était mort, mais il avait fait ce qui s'en rapprochait le plus. Il avait rêvé un petit espace de campagne semblable dans la région est de la cité, où les prairies gracieusement ondulantes montent depuis les falaises jusqu'au pied des collines. Il habitait là, dans un manoir gothique aux pierres grises,
donnant sur la mer, et essayait de s'imaginer que c'était Trevor Towers, où il était né, et où 13 générations de ses ancêtres avaient vu le jour. Tout près, sur la côte, il avait construit un petit village de pêcheurs de Cornouailles, avec des rues pavées en pente, et y avait installé les gens qui avaient le visage le plus anglais. Il cherchait toujours à leur apprendre de chers accents remémorés des vieux pêcheurs de Cornouailles. Dans la vallée, pas très loin, il avait élevé une grande abbaye normande dont il pouvait voir la tour de sa fenêtre. Et alentour, il avait disposé un cimetière de pierres grises, gravée au nom de ses ancêtres et recouverte d'une mousse assez semblable à celle de la vieille Angleterre. Bien que Curanès fût monarque dans le monde du rêve, et disposa à volonté de toute la pompe et de toutes les merveilles imaginables, de toute la splendeur, la beauté, les extases et les délires, les nouveautés et les sensations, il aurait volontiers abandonné pour toujours sa puissance, son luxe et sa liberté, pour un seul jour béni, se retrouver petit garçon dans la simple et tranquille Angleterre, cette vieille Angleterre adorée qui avait façonné son être et dont, immuablement, il faisait partie. Chapitre 3. Après avoir dit adieu au vieux chef grisonnant des chats, Carter ne se mit pas à la recherche du palais à terrasse construit en cristal rose, mais sortit de la ville par la porte de l'Est et à travers les champs émaillés de marguerites, marcha vers un pignon pointu qu'il avait aperçu entre les chênes d'un parc qui descendait jusqu'aux falaises. Il atteignit une grande haie où s'ouvrait une porte flanquée d'une petite loge en briques. Quand il sonna, ce ne fut pas un laquais en livrée du palais qui vint en clopinant pour le recevoir, mais un petit vieillard rabougri en tablier qui faisait de son mieux pour parler avec les curieuses intonations de la lointaine Cornouaille. Carter remonta le chemin ombragé par des arbres ressemblant autant qu'il était possible à ceux d'Angleterre, et à travers des jardins dessinés comme au temps de la reine Anne. Wow. Merci le rhume de me faire... Carter, donc, remonta le chemin ombragé par des arbres ressemblant autant qu'il était possible à ceux d'Angleterre, et à travers des jardins dessinés comme au temps de la reine Anne, escalada les terrasses. À la porte, flanquée comme c'était autrefois, Le cerveau du streamer a besoin de reboot. Veuillez patienter, je reboot. Eh, vas-y, les ponctuations Lovecraft. Vas-y là. Eh, oh, hein. Quand il
il en met trop. Quand il en met pas, il en met vraiment pas. C'est terrible. Et bonsoir, bouddhiste. J'espère que tu vas bien. Ah, la ponctuation et Lovecraft. Une longue histoire d'amour. À la porte, flanqué comme c'était autrefois la coutume de chat de pierre, il fut accueilli par un maître d'hôtel en livrée, portant des favoris qui le conduisaient immédiatement dans la bibliothèque où Curanès, lord d'Out Nargaï et de la région du ciel de Serrani, était assis, pensif sur une chaise près de la fenêtre, en train de contempler son village de pêcheurs et d'espérer l'entrée de sa vieille nurse, qui le gronderait parce qu'il n'était pas prêt pour cette fameuse partie de tennis que la voiture attendait et que la patience de sa mère était à bout. Alors l'Ithéna, je suis d'accord, mais honnêtement, je crois que c'est... Enfin, le style d'écriture Lovecraftien, clairement, c'est quelque chose. Curanès, vêtu d'une robe de chambre à la mode du Londres de sa jeunesse, se leva vivement pour accueillir son visiteur. La vue d'un anglo-saxon venant du monde de l'éveil lui était très chère, même si ce saxon venait de Boston, Massachusetts, et non de Cornouailles. Ils parlèrent longuement du vieux temps, et ils avaient beaucoup à dire, car tous deux étaient de vieux rêveurs, et bien informés des merveilles de lieux incroyables. En vérité, Curanès, par-delà les étoiles, avait été jusqu'au vide ultime, et l'on disait qu'il était le seul à ne pas être revenu fou d'un tel voyage. Carter finit par parler de sa quête, et il posa à son hôte les questions qu'il avait posées à tant d'autres. Curanès ne savait pas où se trouvait Kadat, ni la merveilleuse cité du soleil couchant. Mais il savait que les grands anciens sont des créatures qu'il est très dangereux de rechercher, et que les autres dieux ont d'étranges façons de les protéger de toute impertinente curiosité. Il avait beaucoup appris sur les autres dieux dans les lointaines régions de l'espace, spécialement dans cette région où la forme n'existe pas et où des gaz colorés étudient les secrets les plus cachés. Le gaz violet, Sugak, lui avait raconté de terribles choses sur Nyarlathotep, le chaos rampant, et l'avait prévenu de ne jamais approcher du vide central, où Azathoth, le sultan des démons, grogne avec colère dans le noir. De même, il n'était pas bon de s'occuper des très anciens. Et s'ils interdisaient avec persistance tout accès à la cité merveilleuse, il valait mieux ne pas chercher cette cité. Curanès, de plus, se demandait si son visiteur tirerait beaucoup de profit d'un tel voyage, même s'il atteignait son but. Pendant de longues années, il avait rêvé et soupiré après l'adorable Séléphaïs et la terre d'Out Nargaï, après sa liberté, sa couleur et sa haute expérience de vie, libéré de toute chaîne, de toute convention et de toute stupidité. Maintenant qu'il avait pénétré dans cette ville et dans ce pays, maintenant qu'il en était le roi, il trouvait que la liberté et la vivacité sont trop vite épuisées et qu'elles sont monotones par manque de lien avec quoi que ce soit de solide dans les sentiments et dans les souvenirs. Il était roi dans l'Out Nargaï,
mais ne trouvait aucun sens à cette royauté et se penchait sans cesse sur les vieilles choses familières d'Angleterre qui avaient formé sa jeunesse. Il aurait donné tout son royaume pour entendre dans le lointain le son des cloches de Cornouailles et les 1000 minarets de Céléphaïs pour les toits en pente du village qui se dressait près de son manoir. Aussi dit-il à son visiteur que la cité inconnue du soleil couchant pouvait fort bien ne pas lui donner toutes les satisfactions qu'il recherchait, et que peut-être il valait mieux continuer un rêve glorieux et à moitié oublié. Il avait souvent visité Carter dans les vieux jours du monde de l'éveil et connaissait fort bien les charmantes collines de la Nouvelle-Angleterre où il avait vu le jour. Il était certain qu'à la fin, le chercheur ne se languirait plus que des scènes d'abord remémorées. L'éclat de Beacon Hill dans la tombée du soir, les hauts clochers et les rues sinueuses sur la colline de Kingsport, les toits branlants et blanchis par les âges de l'ancienne Arkham, hantés par les sorcières, les prairies fortunées, les vallées où couraient des murs de pierre sèche, et les pignons des maisons blanches qui brillent dans les bouquets de verdure. Tout cela, il le dit à Randolph Carter. Mais ce dernier maintint sa décision. Ils se séparèrent, et à la fin, chacun conservant ses propres convictions, et Carter, par la porte de bronze, revint à Céléphaïs. Par la rue, il regagna le vieux rempart face à la mer. Il conversa avec les marins venus des ports lointains et attendit le sombre navire qui devait venir de la froide et crépusculaire Inquanock. Ce navire dont les matelots au visage étrange et les marchands d'onyx portent dans leurs veines le sang des grands anciens. Un soir, chargé d'étoiles, alors que Pharos brillait splendidement sur le port, le bateau attendu accosta, et marins et marchands aux étranges visages, un à un ou par groupe, parurent dans les vieilles tavernes du rempart de la mer. Il était fascinant de revoir ces visages qui ressemblaient aux traits divins sculptés sur le Ngranek. Mais Carter ne se pressa pas de parler aux marins silencieux. Il ne savait quel orgueil, quel mutisme ou quel vague souvenir divin peuplait ces fils des grands anciens. Et il était sûr qu'il ne serait pas sage de leur parler de sa quête ou de les interroger avec trop de précision sur le désert glacé qui s'étend au nord de leur pays crépusculaire. Il parlait fort peu avec les autres clients de ces vieilles tavernes, mais se réunissaient en groupe dans les coins éloignés et chantaient entre eux les airs envoûtants de régions inconnues, ou psalmodiaient de longs récits avec un accent étranger au reste du monde des rêves. Ces airs et ces récits étaient si peu communs et si émouvants que l'on en devinait les merveilles rien qu'en regardant les visages de ceux qui les écoutaient, bien que les mots ne parvinssent aux oreilles du vulgaire que sous la forme d'un rythme étrange et d'une mélodie obscure. Pendant une semaine, les mystérieux marins traînèrent dans les tavernes et commercèrent dans les bazars de Céléphaïs. Avant qu'ils ne repartissent, Carter, disant qu'il était un vieux carrier d'onyx et désirait travailler dans leur carrière, avait retenu une place sur leur sombre navire. C'était un très beau bateau, habilement travaillé,
fait de bois de teck et orné d'accessoires d'ébène et d'incrustations d'or. La cabine où logeait le voyageur était tendue de soie et de velours. Un matin, au changement de marée, on hissa les voiles et on leva l'ancre. Carter, qui se tenait à la poupe, vit le soleil levant incendier les remparts, les statues de bronze et les minarets dorés de Céléphaïs, la ville sans âge. Et c'est la fin pour aujourd'hui de cette horrifique histoire, braves gens. Et merci pour le recevoir Guy. Et merci TTS Mac Kingdom, Varghi, Litena, Solarius, Nitleti et toutes et tous pour vos GG et vos claps. Et on profite de cette musique dantesque. Ou presque. Puisque je me suis chié et que je l'ai remis au début. C'est pas grave. Et donc, ça y est. Randolph atteint Céléphaïs. Clap clap pour Randolph Carter.